Pierre, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es arrivé à écrire tous ces livres? Je m'occupais de thérapie, je faisais la réflexologie plantaire, je faisais des massages, je faisais des questions et j'avais suivi des cours sur l'alimentation. Et le prof de réflexologie était très capable à ce niveau-là. Et j'ai commencé à écrire des petits résumés, des notes que je donnais à mes clients, mes patients. Et chaque fois que j'avais des nouvelles notions, j'allais les ajouter sur ces notes. Et donc, j'avais un paquet de notes qui s'agrandissait de jour en jour et qui me coûtait pas mal en photocopie. À un certain moment, j'ai décidé de faire des petits livres qui étaient en fait des photocopies reliées, donc sans éditeur. Et pratiquement ces petits livres qui avaient une couverture qui était sympathique. Et puis, bon, ces livres, à un certain moment, ils se sont agrandis et jusqu'au jour où j'ai eu envie d'en faire vraiment une édition et de les écrire. Et comme les sujets étaient assez nombreux, j'ai décidé de faire plusieurs livres pour pouvoir couvrir les différents aspects, les différents sujets. Donc, mes livres étaient écrits en italien et je les ai moi-même traduits en français. Et puisque je suis de langue maternelle française, et donc j'en suis arrivé à les publier chez Marco Pieter. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que tes livres ont quelque chose en commun, une caractéristique commune? Alors justement, une de leurs caractéristiques principales, c'est qu'ils sont abordables, ils sont à la portée de tous, et c'est un langage qui est très discoursif. De fait, j'ai eu quelques problèmes avec l'éditeur italien qui avait fait une révision du texte et qui voulait le rendre beaucoup plus littéraire et qui ne me permettait pas certaines licences colloquiales. Et donc les livres sont appréciés pour cela. En plus, j'ai insisté pour que le caractère ne soit pas minuscule et que les personnes puissent le lire facilement. Et au début, il n'y avait pas d'index analytique, mais au fur et à mesure des éditions, j'ai ajouté un index analytique et le livre est devenu de plus en plus facile à consulter et à utiliser. D'accord. Est-ce que, par exemple, une personne qui n'aurait pas de formation scientifique du tout, qui connaîtrait peu de choses sur la médecine, pourrait prendre un de tes livres et puis plonger dedans et sans difficulté? Oui, il n'y a aucun problème pour ça. C'est fait exprès pour ça. Et en plus, surtout dans le livre Rajeunir de 15 ans, avec point d'interrogation, dans ce livre-là, euh, je mets des méthodes qui sont à la portée de tous, avec des produits qui sont à la portée de tous et qui surtout ont des coûts très limités. Et tout ce que j'écris dans mes livres, dans tous mes livres, tout ce que j'écris dans tous mes livres, je l'ai testé, je l'ai essayé sur moi-même et éventuellement sur... Parmi tous tes livres, s'il y en avait un que tu devais absolument conseiller aux gens qui nous écoutent, ce serait lequel? Ça dépend un peu de la pratique qu'ont les personnes. Le livre le plus important pour faire un saut de qualité dans la compréhension des maladies, c'est le livre j'ai découvert la médecine nouvelle du docteur Hammer, j'ai vérifié la médecine nouvelle du docteur Hammer. Celui-là, c'est certainement de, de, du changement de paradigme par rapport à la compréhension euh, de la maladie et de comprendre que tout ce qui se passe dans notre corps est commandé, désiré, contrôlé par notre cerveau. Et donc, ça met un peu de second plan les livres qui concernent l'alimentation ou le soin de l'intestin, parce que je prétends, je dis qu'une alimentation parfaite et saine peut faciliter une guérison, mais ne te met jamais à l'abri d'une maladie ou d'un cancer.
parce que la maladie et le cancer sont causés par des chocs, des événements existentiels. Et donc, malgré le fait qu'on fasse des désintoxications, une alimentation parfaite, etc., ça n'empêchera pas le processus intelligent, biologiquement intelligent du cerveau pour résoudre un état de frustration dans lequel la personne est entrée suite à un conflit existentiel. Pourquoi faire le thérapeute finalement? Pourquoi faire le thérapeute? Peut-être parce que suite à certains événements dans ma famille, j'ai senti la nécessité euh, de la présence à l'intérieur de l'arbre généalogique d'une personne qui soit thérapeute. Et puis, parce que je me suis rendu compte que les personnes me demandaient, ne se contentaient pas des livres, mais me demandaient d'intervenir euh, en consultation et d'intervenir physiquement avec eux. Donc, de là, thérapeute, quoi. Et D'accord. c'est un peu une vocation aussi. Dans la famille, il y a une mémoire j'insiste pas mal sur la généalogie, et dans la famille, il y a une mémoire quand même de grands-oncles qui étaient des religieux. Et donc, ma mère, ma mère faisait constamment du volontariat dans des homes pour personnes âgées. Donc, certainement, il y a eu un imprinting de- d'aider les autres et d'essayer d'aider les autres. Hmm. Et dans cette mission de thérapeute, est-ce que tu es guidé par des maîtres, enfin des gens qui t'inspirent ou qui ont vraiment contribué à ta formation sur les grands principes? Quels sont tes maîtres, Pierre? Alors, euh, vraiment, des maîtres, j'en ai pas. Des personnes qui m'ont influencé dans mon parcours, dans mes formations. Bon, ce sont mon enseignante de réflexologie plantaire qui a eu un rôle déterminant au début, euh, que j'ai cependant perdu de vue. Euh, Au point de vue spirituel, disons, euh, Osho, Osho le gourou indien. Euh, oui, j'ai un grand thérapeute mexicain qui m'a fait une espèce d'initiation. J'ai lu des livres, et parmi ces livres, il y a certainement le livre de Hulda Clark, une thérapeute américaine qui pratiquement a fait tous des protocoles de désintoxication que j'ai repris dans mon livre Rajeunir de 15 ans. Il y a certainement euh, Hammer, donc Rike Gerd Hammer, avec les lois biologiques. Euh, il y a un russe qui est peu connu, qui est euh, Norbekov, qui s'appelle Norbekov, euh, qui, qui est qui a été assez essentiel pour moi pour comprendre l'importance que doivent avoir les personnes à un niveau personnel dans leur travail personnel lorsqu'ils ont vraiment décidé de guérir. Et, et puis, bon, oui, il y a beaucoup d'autres personnes que je ne cite peut-être pas, mais qui ont été importantes dans ma vie. Ouais. Bien sûr. Alors là, on a parlé de tes livres, de ton travail d'écriture, de ta mission de thérapeute, mais en dehors de tout ça, de quoi est faite ta vie actuellement? Qu'est-ce qui t'anime en dehors de tout ça? Quelle est ta vie Alors, actuelle? ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est m'occuper de mes loisirs et m'occuper de la divulgation de mes connaissances, donc à travers des séminaires, à travers l'enrichissement de mes livres, la traduction de mes livres dans d'autres langues. C'est ce qu'il me plairait de faire. Mais pour le moment, je suis
euh, absorbé, je dirais même excessivement absorbé par mon occupation dans le hameau, la bourgade que j'ai créée, rénovée sur l'Apennin, euh, on dit en italien Tosco-Romagnol, donc c'est la Toscane orientale, tout près de Rimini ou de la République de Saint-Marin. Et en ces temps, j'ai racheté une propriété, un groupe de maisons avec pas mal d'hectares de bois. C'est un lieu isolé, un lieu, disons, qui par sa nature même aide les personnes à guérir euh, et où les personnes me rejoignent pour des consultations, pour des programmes de détoxination et non pour séjourner ici. On a une capacité de plus de 30 personnes de réception et là, ça m'absorbe totalement. Et en plus, c'est un ensemble de maisons qui demande un grand effort d'entretien. Et malheureusement ou heureusement, je sais tout faire. Donc, je dois faire le plombier, le, le, l'électricien, le maçon, le menuisier, etc. Et je dois aider les personnes à gérer leur feu dans la période dans laquelle on doit chauffer les différentes salles. J'ai beau expliquer aux personnes comment allumer un feu et comment le maintenir allumé, elles ne le font pas. Et donc, ça m'absorbe pas mal. Et c'est pour ça que je dis que ça m'occupe. Donc, D'accord. l'idéal, ce serait que dans cette bourgade, il puisse y avoir des personnes qui m'aident, qui m'assistent sur tous les problèmes technologiques et que je puisse me dédier simplement à recevoir les personnes et être tranquille. Mais on a essayé, pour le moment, on n'a encore trouvé personne qui puisse nous aider à 360 degrés. Il y a quelqu'un qui vient qui sait peut-être faire quelque chose de menuiserie, mais tout pour le reste, la même chose pour des personnes qui savent cuisiner, qui peuvent aider ma femme dans la cuisine. Mais il- pour le moment, on n'a pas trouvé de collaborateurs et on commence à être dans un moment de crise, de passage générationnel, parce que quand même, les, les âges, les années s'ajoutent une après l'autre et à un certain moment, bon, on commence à se sentir un peu fatigué, quoi. Hmm. Alors pour les gens et toutes les bonnes âmes qui voudraient vous aider, ou même les gens qui voudraient profiter de ce havre, ce lieu de ressourcement, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, quelque chose pour rentrer en contact avec ce village? Il y a un site internet qui est www.valdibrucia.it. Valdibrucia, ça s'écrit CIA à la fin. Donc, Christian, Irène, Albert.it. Et là, il trouve toutes les informations. Le site n'est pas fait, mais bon, toutes les explications y sont. Euh, il y a aussi sur YouTube, j'ai un canal sur YouTube qui est Pierre Pellizzari, des informations qui, dans la majeure partie des cas, sont en italien. Il y a beaucoup d'interventions, de séminaires, de conférences. Mais maintenant, sur YouTube, il y a toujours la possibilité de la traduction mécanique qui souvent n'est pas parfaite, mais qui permet quand même de comprendre de quoi. Et, et puis, les personnes qui veulent me connaître, me rencontrer, entrer en contact avec moi, peuvent m'envoyer des courriels, des mails. Et l'adresse, c'est pierre@arcadinoi.it. Super.
Et là, ils peuvent entrer en contact avec moi. Et Super. ils peuvent m'écrire aussi. Et de Très toute bien. façon, sur le site Val di Brucia, il y a ces adresses, il y a les numéros de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Tu as une activité de conférencier, tu donnes beaucoup de conférences. Qu'est-ce qui t'anime? J'imagine que c'est un peu la même chose que l'écriture des livres, mais qu'est-ce qui te pousse à aller vers des publics et à donner des conférences? Je crois que le fait d'une conférence ou de participer à une conférence est, est très important. Est très important et la conférence doit être faite en présence, pas par Internet. Parce que euh, on- moi-même et même un ami thérapeute qui a une école et qui même pendant toute la période du Covid, qui en Italie était vraiment terroriste, euh, il n'a jamais fait ses conférences et ses cours sur Internet. Même pendant les restrictions de déplacement, il a tout fait en présence. Le fait d'avoir des personnes qui sont réunies dans une salle pour une même raison, un même motif, crée une synergie énergétique et les personnes euh, font un saut de qualité. Euh, je, je fais, par exemple, moi, je fais des constellations familiales selon la méthode de Bert Hellinger. Donc, je les gère et il se passe très souvent des miracles. Lorsque ces personnes, cette quinzaine de personnes sont réunies dans le but d'aider une autre personne à résoudre ou à comprendre quelque chose de sa vie, il y a vraiment des miracles qui se présentent, qui se font. Il y a des personnes qui parviennent à rentrer dans le rôle de quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu et à dire exactement ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans l'esprit de cette personne et à aider la personne qui a présenté le cas à résoudre son problème. À ce propos, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Another Self. Cette série, pour comprendre cette magie groupe et des, des, des constellations familiales, est exceptionnelle. Et donc, c'est ce qui se passe au niveau d'une constellation familiale, mais ça se passe aussi au niveau d'une conférence. Lorsque les personnes sont pour m'écouter, l'enseignement passe beaucoup mieux que simplement en lisant un livre ou Hmm. en allant à un cours online. Et justement, quelle est ta méthode d'enseignement à toi? Ma méthode d'enseignement est d'essayer par un langage très facile euh, de me tenir aux choses essentielles et de base. Donc, par exemple, j'ai fait le traducteur. J'ai eu un passé professionnel de traducteur. Et une de mes qualités, c'était si je parlais en espagnol à une personne, euh, j'essayais d'employer des mots qui n'étaient pas trop compliqués. Donc, si je parlais français à une personne qui parlait espagnol euh, et que cette personne connaît un peu de français, j'essayais d'employer, pendant que je parlais, de sélectionner les mots que j'employais pour employer des mots simples, pour que la personne ne perde pas des brides de ce que je lui disais. Et donc, lorsque je fais mes cours, j'essaye de me tenir à un langage qui soit à la portée de tous. Et j'emploie énormément d'exemples. Parce que si je raconte une histoire, euh, des histoires vraies en général, si je raconte une histoire vraie, les personnes sont accrochées par leur attention, mais c'est un peu l'histoire des paraboles de Jésus.
par les paraboles, il parvenait à faire des messages. Donc moi j'emploie beaucoup d'exemples, on pourrait dire j'emploie beaucoup de paraboles qui permettent aux personnes de comprendre ce que je veux faire passer. Et, et donc il y a cette simplicité de langage et la capacité d'exposer les choses qui sont essentielles à la compréhension du fil conducteur de mon discours. Hmm. Très bien. Euh, Ouais. en parlant de séminaire, je crois que tu as un séminaire prévu les 16 et 17 octobre prochains. Euh, Est-ce qu'il y a un niveau nécessaire pour y participer? Quelles sont les conditions, les prérequis s'il y en a? Alors, il faudrait avoir au moins une connaissance de base, savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on raconte avec ces lois biologiques, donc qui sont en fait ce que Hammer a appelé aussi sa médecine nouvelle ou la médecine germanique. Qui est à ça? Alors, il y a les trois premières lois biologiques, il faudrait les avoir entendues. Alors, ou bien on a lu un livre qui explique les lois biologiques et qui peut être un de mes livres. Si on a lu mon livre, j'ai vérifié la médecine nouvelle, évidemment, on a les bases suffisantes. Si Sinon, on peut aller sur YouTube et il y a un thérapeute qui s'appelle Corbel et on cherche avec le système de recherche de YouTube, on cherche la première loi biologique, la deuxième loi biologique et la troisième loi biologique. Et on écoute ces trois conférences de Corbel et c'est suffisant. C'est suffisant. Évidemment, quelqu'un qui a une connaissance parfaite des cinq lois biologiques et qui a déjà participé à un séminaire en tire encore plus profit. Hmm. Très Parce bien. que ce dont je vais parler pendant le séminaire du 16 et 17, le matin du 16, je vais faire un petit rappel des trois lois biologiques en soulignant ce qui va me servir dans le reste du séminaire. Et dans le reste du séminaire, je voudrais aborder un aspect qui, en général, n'est pas tellement pris en considération, c'est euh, aller au-delà de Hammer. Hammer était très terre à terre, et pour lui, il faut qu'il y ait un, un choc biologique, et c'est ce choc biologique qui est à l'origine de tout. Oui, Hammer, à un certain moment, il a parlé aussi de, d'un choc qui prédispose. Donc, il a pris en considération un conflit qui prédispose. Et c'est déjà un petit pas. Mais il n'a jamais pris en considération le transgénérationnel. Il n'a jamais pris en considération l'arbre généalogique. Il n'a pas pris en considération l'épigénétique. Il a seulement pris en considération ce qui peut se passer pendant la période de gestation, donc pendant la période euh, de, dans laquelle l'embryon est dans le ventre de sa mère, et donc qu'il perçoit toutes les émotions de sa mère. Mais il n'a pas pris en considération les émotions que la mère a perçues avant d'être enceinte, les émotions que la mère de la mère a perçues avant d'être enceinte. Et donc, je vais aborder un peu tous ces aspects-là. Et puis, il y a un aspect qui est assez déroutant et magique, c'est celui des compensations symboliques. Hammer n'a jamais parlé des compensations symboliques qui peuvent créer des maladies ou des problèmes à la personne. Et pour dire un simple exemple, pour faire comprendre de quoi il s'agit, si je rentre à la maison et j'ai une journée très chargée et j'aimerais recevoir de la chaleur de la part de mon épouse, mais ma femme, ce jour-là, elle a aussi eu une journée chargée. Et lorsque je suis à la maison, elle me dit, écoute, je n'ai pas préparé le souper, je n'ai rien préparé,
Si tu veux manger, tu vas te cuisiner, tu vas dans la cuisine, tu cuisines tes choses, et surtout, j'ai besoin que tu me foutes la paix. J'irai dans la cuisine, je me mettrai à cuisiner, et il est très probable qu'en cuisine, je me brûlerai. Je me brûlerai parce que c'est une compensation symbolique. Mon corps provoque cette brûlure pour me donner la chaleur que je n'ai pas reçue de ma femme. Ça paraît ahurissant, mais une fois qu'on entre dans cette compréhension-là, on le vérifie constamment. Et donc, je parlerai aussi de ça. Ah, Et super. puis, ce que je désire aussi, c'est donner un avant-goût de la, de la, de l'application de toutes ces compréhensions à travers l'étude d'un cas. Donc, avoir une personne qui présente un problème de santé et publiquement l'interroger euh, et, disons, éclaircir les origines du problème et l'illuminer sur la possibilité et les moyens qu'elle peut avoir pour s'aider à résoudre son problème donc, qui est à l'origine. Donc, il y a l'aspect psychothérapeute, mais aussi à la méthode qu'elle peut avoir ou alléger son problème physique. D'accord. Et donc, c'est ce que j'appelle les ateliers. Alors Et oui, comment sont-ils organisés justement, ces ateliers? les ateliers sont organisés sous la forme qu'il y a des personnes, des volontaires, des personnes qui désirent faire une consultation avec moi. Et au lieu de faire une consultation individuelle avec un rendez-vous avec moi, ils se mettent en groupe avec des personnes qui assistent parce qu'elles veulent apprendre comment aborder des consultations, comment euh, effectuer une consultation et, et ces personnes exposent leur cas. Et donc, dans un atelier, on peut traiter trois ou quatre personnes. Dans un atelier de 4 heures, on peut traiter trois ou quatre personnes. Et, et déjà, le fait que ces personnes exposent leur cas en public, c'est déjà un grand pourcentage. Parce que Hammer le disait, un des problèmes, c'est que la personne est dans un état de frustration et qu'elle elle reste dans le secret. Elle pense que personne ne peut l'aider et elle ne veut partager son problème avec personne. Et donc, le fait de l'exposer en public, c'est un peu ce que font le cercle des alcoolistes anonymes, hein, qui exposent leurs difficultés, leurs faiblesses devant tout le monde. Et déjà, le fait, ceci, c'est pratiquement mettre scellé, vérifier leur volonté d'en sortir. Et donc, c'est très important. Et c'est pour ça que Néo-Santé a organisé euh, 2 demi-journées d'ateliers qui, malheureusement, sont avant le séminaire, le 14 après-midi et le 15 matin. Et ça a lieu à Chaumont, à Chevron ou Chaumont dans les Ardennes. Et vous pouvez trouver les liens sur le site neosanté.eu. Euh, mais peut-être que à la suite du séminaire, s'il y a une demande, comme je resterai encore 2, 3 jours en Belgique, peut-être qu'on pourra organiser encore un atelier pour ceux qui ont participé au séminaire ou pour leurs amis qui voudraient faire une consultation, étant donné que je ne pense pas que je ferai des consultations individuelles. D'accord. Et pour les gens qui aimeraient participer au séminaire, est-il encore temps? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire ou est-ce qu'il n'y a plus de place? Ah, je ne suis pas au courant du nombre d'inscrits. Je sais qu'il y a déjà des inscrits aux ateliers de néo-santé, euh, mais je crois qu'il y a pas mal de places quand même parce que la salle n'est
Et en allant sur le site ressourcement.be, alors c'est www.ressourcement au pluriel, ressourcements.be, slash, on dit en slash, barre, je ne sais pas comment on dit en français, euh, Elizari et slash, un autre slash. Et là, on trouve directement la page séminaire et on peut s'inscrire, on peut voir les conditions, etc. Super. Eh ben, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup. J'espère que les gens seront intéressés pour en savoir plus, pour ceux qui ne connaissent pas ton travail. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura plein de monde au séminaire. Merci beaucoup. Et moi, je remercie beaucoup les éditions Marco Pieter et je trouve qu'il est important que les personnes aillent voir les livres que j'ai écrits. Euh, Peut-être que tu vas les mettre en icône dans le site. Et il y a un livre qui est intéressant, qui est euh, Guérir, question de volonté. C'est, disons, le livre qui chapeaute, chapeaute tous les autres. Et il est intéressant parce qu'il y a aussi des cas réels qui sont exposés, mais il montre aussi les difficultés et les limites qu'il y a euh, dans, dans l'application des lois biologiques à un niveau thérapeutique, tout en donnant pas mal de stimulation, d'éléments à chercher euh, sur, euh, sur Internet, à approfondir pour comprendre exactement ce que ça veut dire vouloir guérir. Parce que, et pour ça, Norbekov, c'est un maître à ce niveau-là, parce que euh, c'est très facile de dire je veux guérir, mais au premier obstacle, on baisse les bras. Et donc, il faut savoir exactement ce que ça implique, vouloir. Et il faut se retrousser les manches et s'y donner à cœur joie, quoi. Je crois que ça fait une très belle conclusion. Merci beaucoup, Pierre. Belle continuation à vous et puis à très bientôt sans doute. Et merci Pierre, nous sommes homonymes Tout à fait. et, et j'espère qu'on se rencontrera. Des bisous et Je l'espère aussi. À bientôt, allez, Pierre. salut, Merci merci beaucoup. beaucoup. Salut, au Merci. revoir. Au revoir.